C'est une dépendance plus pernicieuse. Avant la réunion de Davos, le chef de l'OTAN, Rutte, si je prononce bien son nom, R-U-T-T-U, a écrit une note à Trump disant en substance « Ne t'inquiète pas, Donald, tu sais que je suis de ton côté. Je suis contre l'UMMUR. Heureusement, l'OTAN dirige l'UPOPUR. Il faut qu'on parle quand on sera à Davos, et je suis sûr de pouvoir te livrer l'Europe et te laisser faire tout ce que tu veux au Groenland. Laisse-moi simplement m'occuper de ces autres salauds dans les gouvernements civils. » Je paraphrase ce qu'il a dit, mais c'était une note de lèche écœurante. Et en effet, il a essayé de faire cela. Et lorsque Trump quittait les réunions de Davos, il a déclaré « J'ai parlé au merveilleux Monsieur Rutte, vous savez. » Et il a dit « Nous sommes parvenus à un accord sur ce qu'il faut faire avec l'OTAN. » Eh bien, c'est là tout le problème. L'OTAN dirige l'Europe. L'Europe n'est pas une démocratie. Elle est dirigée par les États-Unis via l'OTAN. Et c'est l'OTAN qui a placé les détestables von der Leyen et Kallas dans une position de soumission. Elle s'est assurée que les seuls responsables de la politique étrangère soient des serviteurs des États-Unis et non de l'Europe. Leur rôle est de veiller à ce que l'Europe n'ait aucune voix indépendante de la volonté américaine. Et cet échange entre l'OTAN, Rutte et Trump devrait vraiment être davantage médiatisé. Et cela montre clairement que pour que l'Europe se développe et devienne véritablement une démocratie, elle doit dissoudre l'OTAN. Car le but de l'OTAN est d'attaquer la Russie et de s'étendre comme une puissance asiatique vers le sud, dans la mer de Chine, pour attaquer également la Chine. C'est une alliance agressive et offensive. Et il n'y a aucun moyen pour l'Europe de gagner, car les dépenses militaires de l'OTAN reposent sur des armes américaines qui ne fonctionnent pas. Les systèmes anti-aériens américains, comme on vient de le voir en Ukraine, ne fonctionnent pas du tout. Les chars américains ne fonctionnent pas. Les chars allemands ne fonctionnent pas. Les missiles britanniques ne fonctionnent pas. C'est un peu comme la vieille blague sur la spéculation dans le vin. Les gens achètent des vins rares à des prix incroyablement élevés. Puis un milliardaire en sort une bouteille et essaie d'en verser à tous ses amis milliardaires pour les impressionner. Et ils disent « Oh, il est tourné ». Le sommelier répond « Oh, ce vin n'est pas fait pour être bu, il est fait pour être échangé ». Eh bien, c'est exactement à cela que servent les armes. Elles sont faites pour être achetées et vendues, pas vraiment pour se battre. Mais comme ni la Russie ni la Chine n'ont d'industrie d'armement privée, elles fabriquent en réalité des armes qui fonctionnent et peuvent être utilisées dans des guerres. C'est pourquoi leurs missiles, leurs drones et leurs avions n'ont aucun mal à traverser les défenses américaines et de l'OTAN là-bas. Tout cela n'est donc qu'un mythe. La fonction de l'OTAN consiste simplement à utiliser les achats d'armes comme moyen de transférer d'énormes rentes de monopoles technologiques pour des armements qui coûtent bien plus que leur valeur réelle. Pensez aux marges célèbres, les sièges de toilette à $550 pour les avions que le complexe militaro-industriel américain facture. Ils viennent de construire ce gigantesque nouveau navire, le Destroyer, je crois, que Trump a inauguré. Ces toilettes ne fonctionnent pas. Les chasses d'eau ne marchent pas. Je veux dire, elles ne fonctionnent pas. Mais leur fonction n'est pas de fonctionner. Leur fonction est de générer d'énormes profits pour les fabricants, qui ont pris soin de faire produire des pièces de tous ces systèmes militaires dans des usines réparties dans tout le pays, afin de pouvoir faire pression sur les représentants et sénateurs locaux pour qu'ils défendent l'armée. Et ensuite, l'emploi dans leur circonscription devient le prétexte pour créer ces immenses profits militaro-industriels, qui sont en réalité la seule industrie qui fonctionne encore aux États-Unis. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une industrie concurrentielle,
fondée sur la productivité, l'efficacité ou la performance de l'armement, mais sur l'influence politique consistant à dire au pays « Vous devez acheter nos F-16 hors de prix. Ils ne vous seront pas très utiles et nécessitent des coûts d'entretien énormes, mais vous devez le faire comme une forme de tribut aux États-Unis. Nous ne voulons pas simplement vous dire de nous envoyer de l'argent. Envoyez-nous de l'argent pour les F-16, qui sont notre moyen de percevoir le tribut que vous devez payer. » L'objectif de la restructuration de l'ordre d'après-guerre par la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que de ce qui devait devenir l'Organisation mondiale du commerce, était précisément d'intégrer l'Empire britannique dans l'économie américaine. Les États-Unis ont déclaré « Nous devons avoir le libre-échange. On ne peut pas permettre à la zone sterling d'exiger de l'Inde, des autres colonies ou de l'Argentine qu'elles utilisent toutes les économies qu'elles ont accumulées pendant la Seconde Guerre mondiale, en fournissant aux Alliés des matières premières et d'autres ressources, uniquement pour les dépenser en Grande-Bretagne. Elles doivent avoir le libre choix. » Tout en sachant que la Grande-Bretagne n'était pas vraiment un concurrent et que tout cet argent finirait par être dépensé aux États-Unis. Ils ont accordé un prêt à la Grande-Bretagne et ont dit « Oui, nous vous accordons un prêt de 5 milliards de dollars, mais vous devez surévaluer la livre sterling. » Donc, vous fixez votre taux de change à un niveau si élevé que votre industrie ne sera pas du tout compétitive, parce que vous le rendez trop cher à cause de ce taux de change, et ils empêchent les contrôles de capitaux. Ainsi, toute la manière dont ils ont structuré l'économie d'après-guerre visait à bénéficier aux États-Unis. Tout cela a été reconnu par la stratégie de sécurité nationale américaine, publiée le mois dernier, qui disait « Eh bien, cette crise, l'ordre économique libéral international que nous avons créé après la Seconde Guerre mondiale pour servir nos intérêts, a fonctionné pendant environ 50 ou 70 ans. Cela ne marche plus. Nous allons donc devoir l'abandonner et créer un autre ordre. Fini le libre-échange. » Plus de blocage des contrôles de capitaux. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Plus de droit international. Il faut le rejeter. Tout ce qui concerne les Nations Unies, ils disent que c'est l'ONU qui dirige le monde. Et puis Trump a dit, quand on dit que l'Amérique dirige le monde, cela veut dire, moi personnellement, en tant que roi à vie. Vous savez, le plan pour la soi-disant paix qu'il a élaboré avec Tony Blair. Donc bien sûr, si vous lisez Super-impérialisme, vous verrez comment les États-Unis ont structuré le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le système du commerce extérieur, le système du dollar et le système de réserve internationale fondé sur l'or, afin de refléter les avantages de l'Amérique en tant que plus grand détenteur d'or du monde. En 1950, au moment où la guerre de Corée a commencé, le Trésor américain détenait environ 80% de l'or monétaire mondial. Il était donc naturel qu'il fonde tout le système sur l'or. Mais les responsables de la sécurité nationale ont dit « Non, non, nous ne pouvons plus le baser sur l'or, car nous n'en gagnons plus et les autres pays en accumulent. Nous devons donc faire en sorte que les autres pays fondent leurs économies sur la dette et les obligations américaines. » Eh bien, si vous regardez le marché obligataire actuel, vous verrez que les étrangers achètent de l'or et vendent des obligations américaines. Exactement l'inverse du système qui a si bien servi les États-Unis pendant un demi-siècle ou plus après la Seconde Guerre mondiale.